Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 9 avril 2018, voici la une du journal. La fin d'une mission et l'entame d'une nouvelle ère à la gendarmerie nationale. Il y avait cérémonie de remise du drapeau au nouveau CED ce lundi à Yaoundé. Écho de la passation, c'est en tête de ce journal. La fin de la récréation pour les détenteurs et vendeurs illicites des armes et des munitions. Une décision du ministre de l'administration territoriale interdit ces activités dans 6 régions. Explication du texte dans le dossier de la rédaction. La fin de l'angoisse pour la Team Cameroun aux Jeux du Commonwealth en Australie avec la première médaille du bronze remportée ce lundi en haltérophilie. L'envoyé spécial la CRTV à Gold Coast sera dans ce journal. Voilà pour les titres. Tradition respectée à la gendarmerie nationale après le réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier. Il y avait cérémonie de remise de drapeau ce lundi. En clair, passation officielle du commandement entre le secrétaire d'État à la Défense sorti, Jean-Baptiste Bokam, et le nouveau CED. À Galax et Toga, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a rappelé le triptyque discipline, vigilance et mobilisation. Au camp Yoyab de Yaoundé, voici le reportage de Pierre Evembe. Il avait été installé le 5 mars dernier, mais il manquait le plus important pour un patron de la gendarmerie, la remise du drapeau. Source d'autorité et de prise de commandement par son prédécesseur. Galax Yves Landry Toga, 43 ans seulement, et nanti d'une expérience professionnelle de 16 ans, dont la récente à la présidence de la République, et dont ce joker de la jeunesse à qui le président Paul Biya a fait confiance pour réussir les missions du gouvernement dans le domaine délicat de la sécurité du territoire. Et les instructions du ministre Joseph Betty Assomo ont été claires à cet effet. Je vous prescris particulièrement une vigilance de tous les instants, de la proactivité face aux événements et situations à gérer, la fermeté en matière de discipline des personnels de la gendarmerie sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre les mauvaises pratiques dans les rangs. Galax Yves Landry Toga remplace dans une ambiance d'émotion Jean-Baptiste Bokam, désormais ancien charismatique patron de la gendarmerie nationale, qui aura passé plus de 11 ans d'activité, de proactivité dans le renforcement du maillage sécuritaire et dans la lutte contre les violences persistantes sur nos routes. Les remerciements appuyés du président de la République pour le travail bien mené viendront couronner l'ensemble de l'œuvre. Et la cérémonie de prise de fonction a battu tous les records d'une cérémonie du genre en termes de quantité et de qualité de personnes présentes. Dans le contexte actuel où la gendarmerie nationale est fortement interpellée sur tous les fronts, l'onction et la caution des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des élites de la Léquier et même des ancêtres du coin vont à coup sûr aider Galax et Toga dans cette nouvelle galaxie qu'ils commandent. Ouvrons le dossier du 20h30 consacré ce soir au décryptage de la décision du ministre de l'administration territoriale, texte signé il y a 5 jours et qui interdit la vente des armes de chasse et de protection et les munitions afférentes dans 6 régions du pays. Le texte annonce également la fermeture des armureries et un inventaire des stocks d'armes et de munitions en circulation dans ces 6 régions concernées. C'est là un rappel à l'ordre très vif qui s'appuie sur la loi de 2016 sur le régime des armes et des munitions, loi qui détermine les conditions de possession d'une arme à feu au Cameroun. Voici l'éclairage de Séverin Alégambélé. La loi du 14 décembre 2016 distingue 8 catégories d'armes. De la première à la 3e catégorie, on retrouve les armes à feu et munitions conçues pour la guerre, les armes nucléaires et le matériel de lutte contre les intoxications à gaz. Les 4e, 5e, 6e et 7e catégories rassemblent effectivement les armes à feu de défense, les armes de chasse, les armes blanches ou à effet sonorisant, les armes de tir et de salon. L'introduction sur le territoire national, la détention et le port de ces armes et munitions entrant dans le champ d'application de la décision du ministre de l'administration territoriale obéit à une procédure légale.
Quand on a enlevé les groupes qui doivent de façon légale détenir les armes, c'est-à-dire police, gendarmerie, les corps paramilitaires, pour le civil qui est l'autre groupe aussi, on peut demander une autorisation de port d'armes. L'autorisation de port d'armes va donc obéir à des catégories d'armes également. Est-ce qu'on veut une autorisation d'armes de chasse? Est-ce qu'on veut une autorisation de port d'armes de petit calibre pour la protection personnelle ou des biens? Et après une étude préalable sérieuse, minutieuse au niveau du ministère, on vous accorde soit une autorisation si vous avez demandé une autorisation de vente, et puis maintenant si vous avez demandé une autorisation de port, il va falloir maintenant préciser quelle arme vous voulez. La loi portant un régime général des armes et munitions au Cameroun a prévu des sanctions pénales allant de l'emprisonnement aux amendes à hauteur de 500 millions de francs CFA. Par exemple, est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende d'1 à 10 millions de francs CFA, tout titulaire d'une autorisation d'achat ou de permis de port d'armes qui prête, cède ou loue son arme à un tiers. Et c'est une juridiction spéciale qui connaît de ce type d'affaires. Vous êtes jugé par le tribunal militaire, qui est une juridiction d'exception, la juridiction compétente en la matière. Là-bas, ils ont des magistrats qui savent que telle catégorie d'armes est celle-là qui correspond à telle infraction, telle que stigmatisée par la loi. On reconnaît tout de même que le cadre réglementaire sur la circulation des armes et munitions au Cameroun tient compte des instruments internationaux, à l'exemple du traité sur le commerce des armes. La région du littoral est l'une des 6 concernées par cette décision du ministre Paul Atangandji, allant d'en voir à Douala l'effectivité de cette mesure en relation avec la fermeture des armureries ou encore avec l'entame des inventaires des armes en circulation. Dans la capitale économique, voici l'état des lieux, dressé par Daoud Moulian. Grilles de magasins fermées, portes cadenassées. Les entrées des armureries sont sous-scellées dans la capitale économique. Le communiqué radio-presse, signé du 4 avril dernier par le ministre de l'administration territoriale, est d'exécution effective à Douala. Sur la dizaine de points de vente d'armes et munitions que compte la ville, pas une seule n'est restée ouverte depuis la tombée de la mesure. Riverains et usagers du secteur le confirment. Les armureries que je connais, c'est au boulevard de l'Alberté. Il y a l'autre en allant vers Concorde. Et il y a aussi l'autre en allant vers Gaudi. Il y a l'autre vers la Quintini. Moi-même, je suis allé voir, j'ai vu comment le préfet a donné l'ordre. Il a envoyé les gens, ils sont venus, ils ont scellé. C'est que les autorités de la ville n'ont pas attendu pour mettre la loi en application. Les premières descentes ont eu lieu quelques heures seulement après la publication du communiqué. Le mercredi, on était surpris qu'il y avait les autorités, c'est-à-dire que le premier adjoint et tous les cortèges, gendarmes, police confondus. Et comme ils avaient peut-être plusieurs armureries dans Douala à fermer le même jour, ils ont acheté les cadenas pour fermer les battants. Le lendemain, ils sont venus, maintenant on a ouvert, ils ont fait les décomptes et apposé les scellés. L'effectivité de la mesure n'est pas sans impact social. Les entreprises du secteur en souffrent et les familles dépendantes aussi. Loin des micros et de l'œil de la caméra, on s'interroge quant aux mesures compensatrices. En attendant que l'interdiction d'exploitation des armureries soit levée dans les 6 régions concernées, les acteurs du secteur à Douala se contentent des activités connexes et parallèles de leurs points de vente. Mesures effectives également dans les 5 autres régions selon nos correspondants permanents. Et il faut dire que la maîtrise de la circulation des armes à feu et des munitions acquises de façon illicite est pour tous les États un enjeu sécuritaire primordial. Une question qui interpelle le Cameroun. Dans la crise en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le Cameroun, victime de l'agression terroriste de Boko Haram dans le septentrion, est situé au confluent de l'insécurité transfrontalière à l'est et à l'ouest de son territoire. Voici le regard de Éric Benjamin Lamère. Plusieurs facteurs favorisent la circulation illicite et anarchique des armes à feu. Parmi eux figurent en bonne place les facteurs sociopolitiques, les conflits armés, les mouvements de réfugiés et le commerce international incontrôlé des armes à feu. Le Cameroun, pratiquement cerné de toutes parts de foyers de tension, constitue donc de manière incidente un couloir naturel pour la circulation de ces armes à feu et de leurs munitions.
que ce soit à l'Est avec l'instabilité sociopolitique et la crise armée en RCA, à la frontière Ouest avec les mouvements rebelles qui écument le delta du Niger et le groupe terroriste Boko Haram, si on y ajoute l'effondrement de l'État libyen un peu plus loin et la récupération de son arsenal par divers groupes terroristes, le flux d'armes n'a jamais été aussi important et n'a malheureusement pas épargné le Cameroun. On parle d'ailleurs d'environ 45 millions d'armes à feu en circulation en Afrique centrale. Naturellement, ceci vient s'ajouter à un marché international de l'armement comparable à celui de la drogue, volatile et insaisissable. Pour faire face à cette menace, des organisations internationales régionales et sous-régionales, à l'instar de l'ONU et de l'Union africaine, ainsi que les États, se sont dotés d'instruments juridiques pour combattre la prolifération des armes à feu. Mais ces instruments tardent encore à être vraiment efficaces. La grande enquête du journal ce soir, la rédaction fait le point des avancées de l'intelligence artificielle au Cameroun. En Occident et en Orient, le quotidien des citoyens est déjà marqué par ce qu'on appelle la révolution robotique. Des véhicules sans chauffeur, des infirmières, des guichetiers ou même des agents d'accueil artificiels sont déjà légion dans ces zones-là, avec quelques conséquences sur le chômage et le moral des êtres humains. Où en sont donc ces concepts d'intelligence artificielle au Cameroun? Voici des éléments de réponse dans cette enquête de Serge Atangana-Bissot, reporter pas du tout robotisé. Un café expresso vite fait, ou même simplement tirer son salaire dans un distributeur automatique, voilà des gestes désormais simples du quotidien. Mine de pas grand-chose, on vient nous aussi de remplacer la guichetière ou la servante au bistrot. La liste se rallonge avec les jours qui passent. La bonne pierre à écraser, les condiments à la trappe. Viennent l'ère des robots. Monétique Express, pressing, tracteur dans les champs, de l'intelligence artificielle, le principe. Créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Ces machines réalisent ce que l'homme aurait pu réaliser avec un doigté, une précision que l'homme est incapable de servir. Programmer son réveil dans le téléphone ou l'arrêt automatique du téléviseur au cas où vous dormez devant, faire traduire un texte par son laptop, ça aussi, c'est déjà à notre portée sous les tropiques. De la préhistoire tout de même chez les Blancs. Il y a plus de 70 ans maintenant qu'ils ont traduit dans les faits la chose qui consiste à reproduire par les machines une suite de gestes humains. Là-bas, une voix dans une boîte vous indique le chemin le plus court du bureau à la maison, en évitant les bouchons. Chez Adidas, l'équipementier, une machine robot fait le travail de 160 personnes, toute seule. Le chômage plane, comme un certain épervier, sur certains emplois dans la banque, l'édition, l'agriculture, la médecine. On parle de 220 000 emplois au moins en 2017 pour ce qui concerne la France. Le choix est implacable. Évoluer dans son métier ou mourir. C'est l'avenir pour une meilleure explosion de l'utilisation, dans l'utilisation de la technologie. En 2009, souvenez-vous, le Cameroun a présenté une application permettant la modélisation d'un campement Bamileke. En 2010, ils ont mis en place la modélisation d'une application qui a permis de visualiser de façon virtuelle le cinquantenaire de la réunification. Nous pouvions visiter ces activités d'il y a 50 ans comme si cela se passait aujourd'hui, grâce à la réalité virtuelle. Avec ce bond en avant, il faut prendre le bébé avec l'eau du bain. La carte bancaire peut caler, avaler sans raison. Et même le drame de cette voiture électrique qui a renversé et tué une dame il y a quelques semaines, là-bas. Robocop, autres maisons et voitures intelligentes, l'homme doit rester la mesure de tout. Et chez nous ici, c'est essentiellement l'homme qui est au travail. De nouveaux responsables étaient ainsi installés au centre pilote bilingue de Yaoundé. 3 cadres nommés par décret présidentiel qui prenaient ainsi fonction ce lundi. Une cérémonie présidée par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Paul Elonché. Les recommandations adressées aux promus dans ce reportage de François Bakary de CRTV Centre.
À la faveur de l'arrêté du 15 mars 2018, le président de la République a nommé de nouveaux responsables à certains postes au programme de formation linguistique bilingue. Sadio Amoua a été promu chargé d'études numéro 3, Nama Nama est devenu chargé d'études numéro 4, tandis que Solange Orabi est chargé d'études numéro 5. La hiérarchie attend beaucoup des promus, tant les défis à relever sont nombreux. Entre nous déjà, il faudrait qu'on comprenne que nous avons une tâche difficile et que le chef de l'État a ses yeux sur nous. Nous devons être à la hauteur de notre tâche. La feuille de route des promus, telle que définie par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, repose sur une collaboration sans faille, la disponibilité, le devoir de réserve et l'ardeur au travail. Le bilinguisme est prescrit dans la constitution de notre pays et beaucoup plus aujourd'hui que par le passé. Il faut qu'on encourage, il faut qu'il y ait une promotion de ce bilinguisme et que tous les Camerounais puissent s'exprimer dans les deux langues. Le centre pilote forme 10 000 Camerounais par an. Il est question d'atteindre 25 000 dans un Cameroun condamné à devenir bilingue, effectivement. Dans la région du Sud, à la frontière avec la Guinée équatoriale, les commerçants du marché frontalier d'Abang-Minko ont du vague à l'âme. Les affaires vont très mal depuis le mois de janvier avec la fermeture de la frontière. Les ventes ont chuté et cette longue période de vaches maigres commence maintenant à inquiéter sérieusement ces opérateurs économiques. À Abang-Minko, dans le creux de la vague, c'est un reportage de Franck Evina de CRTV Sud. Des comptoirs vides, des magasins fermés, quelques clients hésitants et des commerçants qui semblent se tourner les pouces. Le marché frontalier de Mengikom, à un jet de pierre de la Guinée équatoriale, traverse une période difficile. On avait des grands commerçants, disons des gens qui venaient se ravitailler. Mais un grand commerçant de la Guinée ne peut plus entrer là parce que la quantité de sa marchandise va faire qu'il va être perdant. Le marché ici est ouvert de lundi jusqu'à jeudi. Et nous, on reste maintenant de lundi jusqu'à mardi, mercredi, parce que ça ne va plus. Depuis que la frontière fermée de 25 décembre jusqu'à maintenant, là, ça ne va plus. 90% de la clientèle de cet espace marchand de plusieurs dizaines d'hectares est équato-guinéenne. Depuis janvier 2018, date de fermeture des frontières de ce pays voisin, les commerçants camerounais semblent avoir perdu l'objet de leur présence ici. On tient le coup grâce aux achats des riverains et les rares équato-guinéens qui parviennent encore à pénétrer le marché. Avant qu'on ait une entrée ici comme ça, là, par exemple lundi, mardi, mercredi, tu veux même dire de moi-même en tant que parfumeur, je devais même rentrer comme ça avec 1 500 000, 2 millions, donc même 3 millions. Maintenant qu'on entre comme ça, là, si je rentre mais avec 200 000, 300 000, c'est trop. Le secteur du transport aussi a pris un sérieux coup de frein. Kiossi, l'autre marché frontalier à la Guinée équatoriale, n'affiche pas meilleure mine. Dans les années 2011, là, il y avait des jours que tu peux rentrer avec 15 000 et à cette époque, il y avait la route était un peu favorable. Maintenant, tu peux rentrer avec les 5 000, 6 000, 4 000. À Kiossi, même sur le désert. Si c'est pour Kiossi, ce n'est même plus à dire parce que tu arrives même à Kiossi, tu vas constater même que c'est déjà vide. Ceux des équato-guinéens qui parviennent à traverser les barrières de leurs forces de sécurité arrivent à Mengikom par les nombreuses pistes créées à travers la forêt. Un seul mot, résilience. L'actualité à Douala, c'est d'abord ce récent séminaire du Centre technique agroalimentaire du Cameroun. Les acteurs de ce secteur s'imprégnaient des nouvelles techniques et des financements accordés aux agro-industries, tant par le gouvernement que par les partenaires au développement présents à cette session de formation. D'autres précisions avec Daoud Mouliam à Douala. Sortie de laboratoire et effectivité opérationnelle pour le Centre technique agroalimentaire du Cameroun. Pour une action efficace, le groupement d'intérêt économique à service d'intérêt général veut définir le profil des entreprises bénéficiaires de ces services qui par ailleurs doivent être sensibilisés sur les procédures. Les acteurs du littoral
en ont eu privilège ce mercredi. Ce que nous attendons des acteurs, c'est qu'ils puissent véritablement prendre part, n'est-ce pas, aux travaux, s'approprier des outils que le centre entend mettre pour pouvoir accompagner vers une production de qualité. Ce personnel a été très bien formé et aujourd'hui ils sont capacités pour pouvoir accompagner véritablement les entreprises du secteur agroalimentaire dans la conquête des marchés extérieurs. Nous voulons déterminer dans un premier temps le profil. Ça nous permet de procéder au diagnostic approfondi. Et c'est du diagnostic donc que va découler la médication appropriée à chacune des entreprises. Pour les partenaires technico-financiers ainsi que les acteurs du secteur agro-industriel, les avancées du projet rassurent. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat économique qui avaient été signés entre le Cameroun et l'Union européenne, à savoir à renforcer leur compétitivité pour tirer profit de cette ouverture au niveau du commerce mondial sur l'entrée de l'Union européenne. On avait un réel besoin en analyse des produits transformés par des agro-industriels ressortissants de la Chambre d'agriculture. Les rencontres de profilage et de sensibilisation se poursuivront dans d'autres régions afin qu'aucun industriel du territoire national ne manque de saisir cette opportunité d'accompagnement. L'air du temps à Douala, c'est également ce lundi la visite de Madame le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, évaluait le fonctionnement des œuvres sociales privées opérationnelles dans le département du Vouri. État des lieux dans sa suite de Aubin Steve Modou à Douala. Première étape d'une visite porteuse d'espoir, l'orphelinat Saint-Jean de Daïdo. Une œuvre sociale privée qui prend en charge 43 enfants de 1 à 18 ans, mais qui jusqu'ici fonctionne sans autorisation définitive de création. Autre étape, autre réalité. Nous sommes au centre Orchidée Home, une structure reconnue d'utilité publique en 2017 par un décret du président de la République et qui encadre les enfants autistes. Le Sainte Perpetua en Emmanuel Handicap Center a constitué l'ultime escale du périple du ministre des Affaires sociales. Ici, les voies d'accès sont le premier handicap, mais l'on sait pouvoir transcender la mobilité réduite. Des conditions de fonctionnement peu évidentes, mais révélatrices d'un constat. Le constat est clair. Les œuvres sociales privées sont engagées à accompagner nos cibles. C'est un engagement de proximité. Les difficultés ont quant à elles été touchées du doigt et le gouvernement ne compte pas abandonner les œuvres sociales privées à elles-mêmes. Il est difficile de dire que nous allons laisser des fonds, des montants importants pour leur fonctionnement, mais nous disons, nous les accompagnons autant que faire se peut pour qu'ils puissent fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Un véritable tour du propriétaire qui a contribué à dérider les visages des personnes socialement vulnérables du Vouri. Les responsables de l'Organisation de la conservation de la faune sauvage d'Afrique sont désormais en poste. Le secrétaire permanent de cette institution et ses 2 collaborateurs étaient installés ce lundi à Yaoundé par le ministre des Forêts et de la Faune, Jules de Ndongo, qui saluait ainsi l'entrée en fonction de cette équipe nommée il y a 6 mois à Douala. Voici ses recommandations dans ce reportage de Florence Ngwangele. Voici la nouvelle équipe dirigeante de l'Organisation de la conservation de la faune sauvage d'Afrique. Il s'agit du Camerounais Ibrahim Lindjoum, secrétaire permanent, du Tchadien Étienne Bemanjim Ngakoutou, directeur technique, et du Centrafricain Fortuné Blaise Boyos Aoko, administrateur comptable de cette structure. En les installant officiellement dans leurs fonctions respectives, le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo, a recommandé à ses hauts responsables ardeur au travail pour lutter efficacement contre le braconnage et surtout de promouvoir la conservation de la faune sauvage en Afrique. Les heureux élus sont conscients de cette lourde tâche. Je suis conscient du défi, le défi du commerce illicite des produits de la faune et de la flore qui devient de plus en plus préoccupante avec le problème de la circulation des armes à feu qui ont développé ces derniers jours le grand braconnage. L'avenir de la faune sauvage en Afrique passe par l'implication de tous. Une exploitation durable des espèces sauvages est nécessaire
pour faire face aux enjeux de conservation de la biodiversité. Parlons santé à présent avec 2 congrès en perspective. Le premier, ce sera le 24 avril, le tout premier congrès national des donneurs bénévoles de sang du Cameroun. Leur fédération donnait une conférence de presse ce lundi à Yaoundé. Il s'agissait de sensibiliser les médias sur ces questions pointues du don de sang au Cameroun. Le compte rendu, Lucie Colette Avoulou. Le Cameroun couvre à peine le 6e de ses besoins en sang. La demande est estimée à plus de 400 000 poches de sang par an, tandis que l'offre est limitée à 70 000. Et 90% du sang disponible provient des donneurs familiaux, une pratique mal appréciée par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS recommande en moyenne 0,5% pour 1000 habitants. Cela veut dire que pour monter le donation rate, le taux de don de sang volontaire à 10%. Or, le Cameroun est à 0,1%. Très grave. À travers cette conférence de presse, la Fédération camerounaise pour le don bénévole de sang, FECADOBES, lance officiellement ses activités. Les Camerounais ne donnent pas de leur sang pour plusieurs raisons. Le faible taux d'information et de sensibilisation. C'est une faible implication aussi des grands acteurs, c'est-à-dire les acteurs de la société civile. L'objectif immédiat premier de ce congrès, c'est de mettre en lumière la place et le rôle du don de sang dans la chaîne transfusionnelle. La FECADOBES est une organisation de veille. Elle sert d'alerte au sujet de la récurrente problématique de pénurie latente et pendante de sang dans les banques de sang des hôpitaux du Cameroun. Le premier congrès national des donneurs bénévoles de sang du Cameroun se tiendra le 24 avril prochain. Côté, le CRACER prépare le congrès mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie. Ce sera dans 2 semaines, du 23 au 27 avril à Yaoundé. Et le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine continue ses exercices pratiques grandeur nature. L'un de ces cas de fibrome, par exemple, c'était ce lundi une césarienne effectuée pour la naissance d'un petit garçon. Joseph Clément Ongba, notre reporter, a vécu l'événement. D'un utérus polyfibromateux. Chaque fibrome est le siège d'un potentiel d'action et va entretenir au cours de la grossesse des contractions, très souvent anarchiques, mais qui peuvent faire que la grossesse n'aboutisse pas et la femme perd son enfant. D'autant plus que les fibromes eux-mêmes, au cours de la grossesse, vont subir la forte imprégnation hormonale, donc œstrogénique, qui va faire que la plupart de ces fibromes vont grossir. Pour arriver à cet accouchement, il a fallu vaincre fibromes et kystes, booster le sperme de l'homme grâce à l'ICSI, l'injection cytoplasmique des spermatozoïdes. Au bout d'une fécondation in vitro, une grossesse naît ce matin. La pathologie de cette maman constitue un des sujets phares que vont aborder les sommités scientifiques mondiales attendues à Yaoundé. Les fibromes utérins constituent des pathologies les plus fréquemment rencontrées chez les femmes en période d'activité reproductive, surtout chez les femmes noires. Et 9 femmes noires vont faire des fibromes comparé à une seule femme, n'est-ce pas, blanche. Donc c'est un problème de santé publique dans notre pays et il faudrait qu'on en parle. Le temps d'un congrès, le Cameroun, terre d'hospitalité, sera la capitale mondiale de la chirurgie endoscopique en gynécologie. Pour le plus grand bonheur des populations de la région du Sud-Ouest, le Festival des Arts et de la Culture de Limbe bat son plein. Depuis l'ouverture samedi par le ministre des Arts et de la Culture, la ville l'Amitié ne désemplit plus. Limbe dévoile ses charmes culturels, artistiques et touristiques aux visiteurs. Des visiteurs qui découvrent également une riche palette de danses traditionnelles des autres régions du Cameroun. Voyons cela à Boya avec Flavien Zorbo qui revient de Limbe. Limbe est le carrefour culturel d'Afrique, le temps d'un festival. Au-delà des 4 aires géographiques du Cameroun qui se foisonnent au rythme des danses patrimoniales et autres objets d'art, les délégations de nombreux pays frères du continent répondent à l'appel de la 5e édition du festival. Le carré du grand voisin nigérian a dévoilé le génie vestimentaire des dames nigérianes. Les délégations du Ghana, très appréciées du Bénin, du Togo, n'ont pas masqué leur estime à l'endroit du Cameroun, pays hospitalier. Nous sommes là pour célébrer la joie, la paix dans le pays Cameroun.
célébrer cette joie. Comme le Festable, c'est un truc culturel. Nous sommes aussi là pour montrer notre culture. Le Cameroun, c'est un pays accueillable qui accueille les étrangers. La cité balnéaire de Limbé vit donc en mode culture, tout en célébrant l'amitié entre frères d'ailleurs et d'ici. Pour que la lumière soit dans la région de l'Est, la société Eneo s'engage à acquérir de nouveaux groupes électrogènes pour la ville de Bertoua. Ce sont des résolutions d'une récente réunion que présidait là-bas le gouverneur Grégoire Mvongo. Daniel Mouadoumé est à Bertoua. Ménage dans le noir, service à l'arrêt et commerce perturbé. Voilà les plaintes que les populations de l'Est ont poussées vers la société en charge de la distribution de l'énergie au Cameroun. Eneo a entendu leurs réclamations et a réagi. 1,247 milliards de francs CFA seront investis en 2018 dans la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie dans le soleil levant. Nous avons pris toute la mesure pour renforcer l'offre énergétique pour ce qui est de la région de l'Est. Comment mettre en place une plateforme? Cette plateforme vise justement à s'assurer que tous les projets dans le segment de la distribution respectent un certain nombre de règles. Pour un meilleur service à la région, une synergie d'action est nécessaire avec les autorités administratives et municipales. Pour comprendre les enjeux, des projections de diapositives auront servi de support aux explications du top management et de son équipe. Il en sortira clairement que le travail ne pourra se faire qu'ensemble. Le directeur général est venu solliciter notre concours pour que les installations réalisées par les pouvoirs publics, l'État, les collectivités territoriales décentralisées notamment, soient plus conformes aux normes. Et nous avons mis en place une plateforme qui devrait nous permettre d'atteindre très rapidement cet objectif. Pour 900 millions de francs CFA investis chaque mois dans l'entretien des installations et la consommation des combustibles, la société ne gagne que 250 millions de francs CFA en termes de vente d'énergie. Alors que 7,1 kW d'énergie sont produits actuellement, 12,8 kW seront d'ici le 31 mai 2018 disponibles pour les ménages et les entreprises de l'Est. Avant la page des sports, ce télégramme officiel du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé à son homologue, le président de la République, son Excellence Moko Gweti Masisi, président de la République du Botswana, c'est à Gaborone. Et le président qui écrit: Monsieur le Président et chers frères, il me plaît, suite à votre investiture à la magistrature suprême de votre pays, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de pleine réussite dans l'accomplissement de votre mandat. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Il faut préciser que la cérémonie d'investiture avait lieu au Parlement à Gaborone. Le président qui a promis d'intensifier la lutte contre le chômage des jeunes. Le Botswana et le Cameroun partagent l'appartenance historique au groupe ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Voici la page des sports et les dernières nouvelles de la Team Cameroun aux Jeux du Commonwealth en cours à Gold Coast en Australie. Le drapeau camerounais a flotté pour la première fois. C'était pour célébrer la première médaille. Elle est en bronze, remportée en haltérophilie par une dame, Clémentine Noubissi, une dame qui redonne donc du sourire et de l'espoir à la tanière. Retrouvons l'envoyé spécial la CRTV à Gold Coast, Charlie Mérinos, Liato. Pour la première fois, le drapeau camerounais a flotté à Gold Coast. Et l'héroïne, c'est elle, Clémentine Noubissi. Avec une masse cumulée de 226 kg à l'arraché et à l'épaulé jeté, elle se classe sur la 3e marche du podium dans l'épreuve d'haltérophilie, 90 kg. C'est ma deuxième fois de participer au Commonwealth et le dernier Commonwealth j'étais 9e, donc j'étais même pas à côté du podium. Donc pour moi c'était un très grand défi que j'ai relevé, d'abord faire le podium. Clémentine Noubissi décroche ainsi la toute première médaille du Cameroun dans cette compétition. Au bout d'une épreuve dominée par la Fidjienne Hélène Sikamatana et l'Australienne Katie Fassina.
Mais c'était un sourire de bien courte durée dans la Team Cameroun. Pour son entrée en compétition, le porte-étendard Clotilde Essiane a été stoppé net dans son rêve de médaille. Face à la Canadienne Tamara Thibault, elle a certainement livré le combat le plus relevé de sa catégorie. Mais ses efforts ne connaîtront pas la faveur des juges arbitres. Une décision contestée par le public et irritante pour ses encadreurs. C'est donc en toute humilité que son adversaire prend sa victoire. À vrai dire, à la fin, c'était peut-être pas le plus beau combat. Mon opposante a montré qu'elle avait beaucoup de cœur et je respecte vraiment ça. Je reste humble de ma victoire. Essiane ne disputera pas les demi-finales. Pour elle, la compétition s'arrête là. Il faudra attendre ce mardi pour compter sur ses coéquipiers et espérer de nouvelles chances de médaille. 3 disciplines seront engagées, la boxe, le badminton et l'athlétisme. Et du cœur à l'ouvrage à Gold Coast, il faut le souhaiter pour la Team Cameroun. Et ces ténors de l'athlétisme auront été les grands absents du 3e meeting d'athlétisme de Yaoundé qui s'est tenu ce week-end au stade Omnisport. À l'arrivée, aucun record national n'aura été battu, en cause précisément l'absence de ces porte-étendards. Revenons-y avec Jean Cyriac, BC. Le sprint qui ouvre les portes des prochains Jeux africains d'athlétisme à Jean-Tarcissus Batamba, en dominant l'épreuve du 100 mètres messieurs avec un chrono de 10 secondes 39 tierces, l'athlète de l'INJS a aussi réalisé les minima qui donnent accès au rendez-vous du mois d'août à Asaba au Nigeria. Je me suis dit que je suis le meilleur au Cameroun actuellement, donc je dois pouvoir valoriser mon titre et ce que j'ai fait. Dans le tableau d'âme, Linda Angounou et Marie Mincha ont profité de l'absence des ténors de la discipline, actuellement aux Jeux du Commonwealth en Australie, pour s'imposer sur le tartan du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Pendant 2 jours, les ateliers de saut en longueur, lancer de javelot et saut en hauteur ont tourné à plein régime pour le compte du 3e meeting interclub d'athlétisme. À l'heure du bilan, aucun record national n'a été battu. Au fil des compétitions, nos athlètes confirment tout le bien que nous attendions d'eux. Nous avons vu Jean-Tarcissus Batamba réaliser une performance inédite. Globalement, nous sommes satisfaits. Nous pensons que nous pouvons attendre de très bonnes performances de nos athlètes pour des échéances futures. Même le recordman du lancer de javelot Claude Gassien-Chamaken n'est pas allé au-delà des 63,88 mètres habituels. Le prochain meeting interclub d'athlétisme aura lieu le mois prochain à Limbé, dans le sud-ouest. Nouvelles sportives qui mettent un terme à ce 20h30. L'essentiel à retenir, c'est cette fin de mission et l'entame d'une nouvelle ère à la gendarmerie nationale où il y avait cérémonie de remise du drapeau au nouveau CED ce lundi. À Galax et Toga, le ministre de la Défense recommande de maintenir la discipline dans les rangs. La fin de la récréation pour les détenteurs et les vendeurs illicites des armes et des munitions. Une décision du ministre de l'administration territoriale interdit ces activités dans 6 régions. Interdiction déjà effective ce lundi. La fin de l'angoisse, on vient de le voir pour la Team Cameroun aux Jeux du Commonwealth en Australie. La première médaille, c'était du bronze remporté ce lundi en haltérophilie. On va suivre la suite de ces Jeux dans nos prochaines éditions de journaux télévisés. Fin du 20h30, préparé avec la collaboration de Agnès Solange à Bessolo. Vous aurez d'autres informations à minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Immédiatement sur cette antenne, retrouvez George Ewane dans Inside the Presidency. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 9 avril 2018, voici la une du journal. La fin d'une mission et l'entame d'une nouvelle ère à la gendarmerie nationale. Il y avait cérémonie de remise du drapeau au nouveau CED ce lundi à Yaoundé. Écho de la passation, c'est en tête de ce journal. La fin de la récréation pour les détenteurs et vendeurs illicites des armes et des munitions. Une décision du ministre de l'administration territoriale interdit ces activités dans 6 régions. Explication du texte dans le dossier de la rédaction. La fin de l'angoisse pour la Team Cameroun aux Jeux du Commonwealth en Australie avec la première médaille du bronze remportée ce lundi en haltérophilie. L'envoyé spécial la CRTV à Gold Coast sera dans ce journal. Voilà pour les titres. Tradition respectée à la gendarmerie nationale après le réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier. Il y avait cérémonie de remise de drapeau ce lundi. En clair, passation officielle du commandement entre le secrétaire d'État à la Défense sorti, Jean-Baptiste Bokam, et le nouveau CED. À Galax et Toga, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a rappelé le triptyque discipline, vigilance et mobilisation. Au camp Yoyab de Yaoundé, voici le reportage de Pierre Evembe. Il avait été installé le 5 mars dernier, mais il manquait le plus important pour un patron de la gendarmerie, la remise du drapeau. Source d'autorité et de prise de commandement par son prédécesseur. Galax Yves Landry Toga, 43 ans seulement, et nanti d'une expérience professionnelle de 16 ans, dont la récente à la présidence de la République, et dont ce joker de la jeunesse à qui le président Paul Biya a fait confiance pour réussir les missions du gouvernement dans le domaine délicat de la sécurité du territoire. Et les instructions du ministre Joseph Betty Assomo ont été claires à cet effet. Je vous prescris particulièrement une vigilance de tous les instants, de la proactivité face aux événements et situations à gérer, la fermeté en matière de discipline des personnels de la gendarmerie sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre les mauvaises pratiques dans les rangs. Galax Yves Landry Toga remplace dans une ambiance d'émotion Jean-Baptiste Bokam, désormais ancien charismatique patron de la gendarmerie nationale, qui aura passé plus de 11 ans d'activité, de proactivité dans le renforcement du maillage sécuritaire et dans la lutte contre les violences persistantes sur nos routes. Les remerciements appuyés du président de la République pour le travail bien mené viendront couronner l'ensemble de l'œuvre. Et la cérémonie de prise de fonction a battu tous les records d'une cérémonie du genre en termes de quantité et de qualité des personnes présentes. Dans le contexte actuel où la gendarmerie nationale est fortement interpellée sur tous les fronts, l'onction et la caution des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des élites de la Léquier et même des ancêtres du coin vont à coup sûr aider Galax et Toga dans cette nouvelle galaxie qu'ils commandent. Ouvrons le dossier du 20h30 consacré ce soir au décryptage de la décision du ministre de l'administration territoriale, texte signé il y a 5 jours et qui interdit la vente des armes de chasse et de protection et les munitions afférentes dans 6 régions du pays. Le texte annonce également la fermeture des armureries et un inventaire des stocks d'armes et de munitions en circulation dans ces 6 régions concernées. C'est là un rappel à l'ordre très vif qui s'appuie sur la loi de 2016 sur le régime des armes et des munitions, loi qui détermine les conditions de possession d'une arme à feu au Cameroun. Voici l'éclairage de Séverin Alégambélé. La loi du 14 décembre 2016 distingue 8 catégories d'armes. De la première à la 3e catégorie, on retrouve les armes à feu et munitions conçues pour la guerre, les armes nucléaires et le matériel de lutte contre les intoxications à gaz. Les 4e, 5e, 6e et 7e catégories rassemblent effectivement les armes à feu de défense, les armes de chasse, les armes blanches ou à effet sonorisant, les armes de tir et de salon. L'introduction sur le territoire national, la détention et le port de ces armes et munitions entrant dans le champ d'application de la décision du ministre de l'administration territoriale obéit à une procédure légale.
Quand on a enlevé les groupes qui doivent de façon légale détenir les armes, c'est-à-dire police, gendarmerie, les corps paramilitaires, pour le civil qui est l'autre groupe aussi, on peut demander une autorisation de port d'armes. L'autorisation de port d'armes va donc obéir à des catégories. Une structure reconnue d'utilité publique en 2017 par un décret du président de la République et qui encadre les enfants autistes. Le Sainte Perpetua en Emmanuel Handicap Center a constitué l'ultime escale du périple du ministre des Affaires sociales. Ici, les voies d'accès sont le premier handicap, mais l'on sait pouvoir transcender la mobilité réduite. Des conditions de fonctionnement peu évidentes, mais révélatrices d'un constat. Le constat est clair. Les œuvres sociales privées sont engagées à accompagner nos cibles. C'est un engagement de proximité. Les difficultés ont quant à elles été touchées du doigt et le gouvernement ne compte pas abandonner les œuvres sociales privées à elles-mêmes. Il est difficile de dire que nous allons laisser des fonds, des montants importants pour leur fonctionnement, mais nous disons, nous les accompagnons autant que faire se peut pour qu'ils puissent fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Un véritable tour du propriétaire qui a contribué à dérider les visages des personnes socialement vulnérables du Vouri. Les responsables de l'Organisation de la conservation de la faune sauvage d'Afrique sont désormais en poste. Le secrétaire permanent de cette institution et ses 2 collaborateurs étaient installés ce lundi à Yaoundé par le ministre des Forêts et de la Faune, Jules de Ndongo, qui saluait ainsi l'entrée en fonction de cette équipe nommée il y a 6 mois à Douala. Voici ses recommandations dans ce reportage de Florence Ngwangele. Voici la nouvelle équipe dirigeante de l'Organisation de la conservation de la faune sauvage d'Afrique. Il s'agit du Camerounais Ibrahim Linjoum, secrétaire permanent, du Tchadien Etienne Bemanjim Ngakoutou, directeur technique, et du Centrafricain Fortuné Blaise Boyos Aoko, administrateur comptable de cette structure. En les installant officiellement dans leurs fonctions respectives, le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Ndongo, a recommandé à ses hauts responsables ardeur au travail pour lutter efficacement contre le braconnage et surtout de promouvoir la conservation de la faune sauvage en Afrique. Les heureux élus sont conscients de cette lourde tâche. Je suis conscient du défi, le défi du commerce illicite des produits de la faune et de la flore qui devient de plus en plus préoccupante avec le problème de la circulation des armes à feu qui ont développé ces derniers jours le grand braconnage. L'avenir de la faune sauvage en Afrique passe par l'implication de tous. Une exploitation durable des espèces sauvages est nécessaire pour faire face aux enjeux de conservation de la biodiversité. Parlons santé à présent avec 2 congrès en perspective. Le premier, ce sera le 24 avril, le tout premier congrès national des donneurs bénévoles de sang du Cameroun. Leur fédération donnait une conférence de presse ce lundi à Yaoundé. Il s'agissait de sensibiliser les médias sur ces questions pointues du don de sang au Cameroun. Le compte rendu, Lucie Colette Avoulou. Le Cameroun couvre à peine le 6e de ses besoins en sang. La demande est estimée à plus de 400 000 poches de sang par an, tandis que l'offre est limitée à 70 000. Et 90% du sang disponible provient des donneurs familiaux, une pratique mal appréciée par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS recommande en moyenne 0,5% pour 1000 habitants. Cela veut dire que pour monter le donation rate, le taux de don de sang volontaire à 10%. Or, le Cameroun est à 0,1%. Très grave. À travers cette conférence de presse, la Fédération camerounaise pour le don bénévole de sang, FECADOBES, lance officiellement ses activités. Les Camerounais ne donnent pas de leur sang pour plusieurs raisons. Le faible taux d'information et de sensibilisation. C'est une faible implication aussi des grands acteurs, c'est-à-dire les acteurs de la société civile. L'objectif immédiat premier de ce congrès, c'est de mettre en lumière la place et le rôle du don de sang dans la chaîne transfusionnelle. La FECADOBES est une organisation de veille. Elle sert d'alerte au sujet de la récurrente problématique de pénurie latente et pendante de sang dans les banques de sang des hôpitaux du Cameroun. Le premier congrès national des donneurs bénévoles de sang du Cameroun se tiendra le 24 avril prochain.
Côté, le CRACER prépare le congrès mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie. Ce sera dans 2 semaines, du 23 au 27 avril à Yaoundé. Et le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine continue ses exercices pratiques grandeur nature. L'un de ces cas de fibrome, par exemple, c'était ce lundi une césarienne effectuée pour la naissance d'un petit garçon. Joseph Clément Ongba, notre reporter, a vécu l'événement. D'un utérus polyfibromateux. Chaque fibrome est le siège d'un potentiel d'action. La grande enquête du journal ce soir, la rédaction fait le point des avancées de l'intelligence artificielle au Cameroun. En Occident et en Orient, le quotidien des citoyens est déjà marqué par ce qu'on appelle la révolution robotique. Des véhicules sans chauffeur, des infirmières, des guichetiers ou même des agents d'accueil artificiels sont déjà légion dans ces zones-là, avec quelques conséquences sur le chômage et le moral des êtres humains. Où en sont donc ces concepts d'intelligence artificielle au Cameroun? Voici des éléments de réponse dans cette enquête de Serge Atangana-Bissot, reporter pas du tout robotisé. Un café expresso vite fait, ou même simplement tirer son salaire dans un distributeur automatique, voilà des gestes désormais simples du quotidien. Mine de pas grand-chose, on vient nous aussi de remplacer la guichetière ou la servante au bistrot. La liste se rallonge avec les jours qui passent. La bonne pierre à écraser, les condiments à la trappe. Viennent l'ère des robots. Monétique Express, pressing, tracteur dans les champs, de l'intelligence artificielle, le principe. Créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Ces machines réalisent ce que l'homme aurait pu réaliser avec un doigté, une précision que l'homme est incapable de servir. Programmer son réveil dans le téléphone ou l'arrêt automatique du téléviseur au cas où vous dormez devant, faire traduire un texte par son laptop, ça aussi, c'est déjà à notre portée sous les tropiques. De la préhistoire tout de même chez les Blancs. Il y a plus de 70 ans maintenant qu'ils ont traduit dans les faits la chose qui consiste à reproduire par les machines une suite de gestes humains. Là-bas, une voix dans une boîte vous indique le chemin le plus court du bureau à la maison, en évitant les bouchons. Chez Adidas, l'équipementier, une machine robot fait le travail de 160 personnes, toute seule. Le chômage plane, comme un certain épervier, sur certains emplois dans la banque, l'édition, l'agriculture, la médecine. On parle de 220 000 emplois au moins en 2017 pour ce qui concerne la France. Le choix est implacable. Évoluer dans son métier ou mourir. C'est l'avenir pour une meilleure explosion de l'utilisation, dans l'utilisation de la technologie. En 2009, souvenez-vous, le Cameroun a présenté une application permettant la modélisation d'un campement Bamileke. En 2010, ils ont mis en place la modélisation d'une application qui a permis de visualiser de façon virtuelle le cinquantenaire de la réunification. Nous pouvions visiter ces activités d'il y a 50 ans comme si cela se passait aujourd'hui, grâce à la réalité virtuelle. Avec ce bond en avant, il faut prendre le bébé avec l'eau du bain. La carte bancaire peut caler, avaler sans raison. Et même le drame de cette voiture électrique qui a renversé et tué une dame il y a quelques semaines, là-bas. Robocop, autres maisons et voitures intelligentes, l'homme doit rester la mesure de tout. Et chez nous ici, c'est essentiellement l'homme qui est au travail. De nouveaux responsables étaient ainsi installés au centre pilote bilingue de Yaoundé. 3 cadres nommés par décret présidentiel qui prenaient ainsi fonction ce lundi. Une cérémonie présidée par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Paul Elonché. Les recommandations adressées aux promus dans ce reportage de François Bakary de CRTV Centre. À la faveur de l'arrêté du 15 mars 2018, le président de la République a nommé de nouveaux responsables à certains postes au programme de formation linguistique bilingue.
Sadio Amoa a été promu chargé d'études numéro 3. Nama Nama est devenu chargé d'études numéro 4, tandis que Solange Orabi est chargé d'études numéro 5. La hiérarchie attend beaucoup des promus, tant les défis à relever sont nombreux. Entre nous déjà, il faudrait qu'on comprenne, nous avons une tâche difficile et que le chef de l'État a ses yeux sur nous. Nous devons être à la hauteur de notre tâche. La feuille de route des promus, telle que définie par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, repose sur une collaboration sans faille, la disponibilité, le devoir de réserve et l'ardeur au travail. Le bilinguisme est prescrit dans la constitution de notre pays et beaucoup plus aujourd'hui que par le passé. Il faut qu'on encourage, il faut qu'il y ait une promotion de ce bilinguisme et que tous les Camerounais puissent s'exprimer dans les deux langues. Le centre pilote forme 10 000 Camerounais par an. Il est question d'atteindre 25 000 dans un Cameroun condamné à devenir bilingue, effectivement. Dans la région du Sud, à la frontière avec la Guinée équatoriale, les commerçants du marché frontalier d'Abang-Minko ont du vague à l'âme. Les affaires vont très mal depuis le mois de janvier avec la fermeture de la frontière. Les ventes ont chuté et cette longue période de vaches maigres commence maintenant à inquiéter sérieusement ces opérateurs économiques. À Abang-Minko, dans le creux de la vague, c'est un reportage de Franck Evina de CRTV Sud. Des comptoirs vides, des magasins fermés, quelques clients hésitants et des commerçants qui semblent se tourner les pouces. Le marché frontalier de Mengikom, à un jet de pierre de la Guinée équatoriale, traverse une période difficile. On avait des grands commerçants, disons des gens qui venaient se ravitailler. Mais un grand commerçant de la Guinée ne peut plus entrer là parce que la quantité de sa marchandise va faire qu'il va être perdant. Le marché d'ici est ouvert de lundi jusqu'à jeudi. Et nous, on reste maintenant de lundi jusqu'à mardi, mercredi, parce que ça ne va plus. Depuis que la frontière fermée de 25 décembre jusqu'à maintenant, là, ça ne va plus. 90% de la clientèle de cet espace marchand de plusieurs dizaines d'hectares est équato-guinéenne. Depuis janvier 2018, date de fermeture des frontières de ce pays voisin, les commerçants camerounais semblent avoir perdu l'objet de leur présence ici. On tient le coup grâce aux achats des riverains et les rares équato-guinéens qui parviennent encore à pénétrer le marché. Avant qu'on ait une entrée ici comme ça, là, par exemple lundi, mardi, mercredi, tu veux même dire de moi-même en tant que parfumeur, je devais même rentrer comme ça avec 1 500 000, 2 millions, donc même 3 millions. Maintenant qu'on entre comme ça, là, si je rentre mais avec 200 000, 300 000, c'est trop. Le secteur du transport aussi a pris un sérieux coup de frein. Kiosi, l'autre marché frontalier à la Guinée équatoriale, n'affiche pas meilleure mine. Dans les années 2011, là, il y avait des jours que tu peux rentrer avec 15 000 et à cette époque, il y avait la route était un peu favorable. Maintenant, tu peux rentrer avec les 5 000, 6 000, 4 000. À Kiosi, même sur le désert. Si c'est pour Kiosi, ce n'est même plus à dire parce que tu arrives même à Kiosi, tu vas constater même que c'est déjà vide. Ceux des équato-guinéens qui parviennent à traverser les barrières de leurs forces de sécurité arrivent à Mengikom par les nombreuses pistes créées à travers la forêt. Un seul mot, résilience. L'actualité à Douala, c'est d'abord ce récent séminaire du Centre technique agroalimentaire du Cameroun. Les acteurs de ce secteur s'imprégnaient des nouvelles techniques et des financements accordés aux agro-industries, tant par le gouvernement que par les partenaires au développement présents à cette session de formation. D'autres précisions avec Daoud Mouliam à Douala. Sortie de laboratoire et effectivité opérationnelle pour le Centre technique agroalimentaire du Cameroun. Pour une action efficace, le groupement d'intérêt économique à service d'intérêt général veut définir le profil des entreprises bénéficiaires de ces services qui par ailleurs doivent être sensibilisés sur les procédures. Les acteurs du littoral en ont eu privilège ce mercredi. Ce que nous attendons des acteurs, c'est qu'ils puissent véritablement prendre part, n'est-ce pas, aux travaux, s'approprier des outils que le centre entend mettre pour pouvoir accompagner vers une production de qualité. Ce personnel a été très bien formé et aujourd'hui, ils sont capacités pour pouvoir
accompagner véritablement les entreprises du secteur agroalimentaire dans la conquête des marchés extérieurs. Nous voulons déterminer dans un premier temps le profil. Ça nous permet de procéder au diagnostic approfondi. Et c'est du diagnostic donc que va découler la médication appropriée à chacune des entreprises. Pour les partenaires technico-financiers, ainsi que les acteurs du secteur agro-industriel, les avancées du projet rassurent. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat économique qui avaient été signés entre le Cameroun et l'Union européenne, à savoir à renforcer leur compétitivité pour tirer profit de cette ouverture au niveau du commerce mondial sur l'entrée de l'Union européenne. On avait un réel besoin en analyse des produits transformés par des agro-industriels ressortissants de la Chambre d'agriculture. Les rencontres de profilage et de sensibilisation se poursuivront dans d'autres régions afin qu'aucun industriel du territoire national ne manque de saisir cette opportunité d'accompagnement. L'air du temps à Douala, c'est également ce lundi la visite de Madame le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, évaluait le fonctionnement des œuvres sociales privées opérationnelles dans le département du Vouri. État des lieux dans sa suite de Aubin Steve Modou à Douala. Première étape d'une visite porteuse d'espoir, l'orphelinat Saint-Jean de Daïdo. Une œuvre sociale privée qui prend en charge 43 enfants de 1 à 18 ans, mais qui jusqu'ici fonctionne sans autorisation définitive de création. Autre étape, autre réalité. Nous sommes au centre Orchidéum. D'armes également. Est-ce qu'on veut une autorisation d'armes de chasse? Est-ce qu'on veut une autorisation de port d'armes de petit calibre pour la protection personnelle ou des biens? Et après une étude préalable sérieuse, minutieuse au niveau du ministère, on vous accorde soit une autorisation si vous avez demandé une autorisation de vente, et puis maintenant si vous avez demandé une autorisation de port, il va falloir maintenant préciser quelle arme vous voulez. La loi portant un régime général des armes et munitions au Cameroun a prévu des sanctions pénales allant de l'emprisonnement aux amendes à hauteur de 500 millions de francs CFA. Par exemple, est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende d'1 à 10 millions de francs CFA, tout titulaire d'une autorisation d'achat ou de permis de port d'armes qui prête, cède ou loue son arme à un tiers. Et c'est une juridiction spéciale qui connaît de ce type d'affaires. Vous êtes jugé par le tribunal militaire, qui est une juridiction d'exception, la juridiction compétente en la matière. Là-bas, ils ont des magistrats qui savent que telle catégorie d'armes est celle-là qui correspond à telle infraction, telle que stigmatisée par la loi. On reconnaît tout de même que le cadre réglementaire sur la circulation des armes et munitions au Cameroun tient compte des instruments internationaux, à l'exemple du traité sur le commerce des armes. La région du littoral est l'une des 6 concernées par cette décision du ministre Paul Atangandji, allant d'en voir à Douala l'effectivité de cette mesure en relation avec la fermeture des armureries ou encore avec l'entame des inventaires des armes en circulation. Dans la capitale économique, voici l'état des lieux dressé par Daoud Moulian. Grilles de magasins fermées, portes cadenassées. Les entrées des armureries sont sous-scellées dans la capitale économique. Le communiqué radio-presse, signé du 4 avril dernier par le ministre de l'administration territoriale, est d'exécution effective à Douala. Sur la dizaine de points de vente d'armes et munitions que compte la ville, pas une seule n'est restée ouverte depuis la tombée de la mesure. Riverains et usagers du secteur le confirment. Les armureries que je connais, c'est au boulevard de l'Alberté. Il y a l'autre en allant vers Concorde. Et il y a aussi l'autre en allant vers Gaudi. Il y a l'autre vers la Quintini. Moi-même, je suis allé voir, j'ai vu comment le préfet a donné l'ordre. Il a envoyé les gens, ils sont venus, ils ont scellé. C'est que les autorités de la ville n'ont pas attendu pour mettre la loi en application. Les premières descentes ont eu lieu quelques heures seulement après la publication du communiqué. Le mercredi, on était surpris qu'il y avait les autorités, c'est-à-dire que le premier adjoint et tous les cortèges, gendarmes, police confondus. Et comme ils avaient peut-être plusieurs armureries dans Douala à fermer le même jour, ils ont acheté les cadenas pour fermer les battants. Le lendemain, ils sont venus, maintenant on a ouvert, ils ont fait les décomptes et apposé les scellés. L'effectivité de la mesure n'est pas sans impact social. Les entreprises du secteur en souffrent et les familles dépendantes aussi. Loin des micros et de l'œil de la caméra, on s'interroge quant aux mesures compensatrices.
En attendant que l'interdiction d'exploitation des armureries soit levée dans les 6 régions concernées, les acteurs du secteur à Douala se contentent des activités connexes et parallèles de leurs points de vente. Mesures effectives également dans les 5 autres régions selon nos correspondants permanents. Et il faut dire que la maîtrise de la circulation des armes à feu et des munitions acquises de façon illicite est pour tous les États un enjeu sécuritaire primordial. Une question qui interpelle le Cameroun. Dans la crise en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le Cameroun, victime de l'agression terroriste de Boko Haram dans le septentrion, est situé au confluent de l'insécurité transfrontalière à l'est et à l'ouest de son territoire. Voici le regard de Éric Benjamin, la maire. Plusieurs facteurs favorisent la circulation illicite et anarchique des armes à feu. Parmi eux figurent en bonne place les facteurs sociopolitiques, les conflits armés, les mouvements de réfugiés et le commerce international incontrôlé des armes à feu. Le Cameroun, pratiquement cerné de toutes parts de foyers de tension, constitue donc de manière incidente un couloir naturel pour la circulation de ces armes à feu et de leurs munitions. Que ce soit à l'Est avec l'instabilité sociopolitique et la crise armée en RCA, à la frontière ouest avec les mouvements rebelles qui écument le delta du Niger et le groupe terroriste Boko Haram, si on y ajoute l'effondrement de l'État libyen un peu plus loin et la récupération de son arsenal par divers groupes terroristes, le flux d'armes n'a jamais été aussi important et n'a malheureusement pas épargné le Cameroun. On parle d'ailleurs d'environ 45 millions d'armes à feu en circulation en Afrique centrale. Naturellement, ceci vient s'ajouter à un marché international de l'armement comparable à celui de la drogue, volatile et insaisissable. Pour faire face à cette menace, des organisations internationales régionales et sous-régionales, à l'instar de l'ONU et de l'Union africaine, ainsi que les États, se sont dotés d'instruments juridiques pour combattre la prolifération des armes à feu. Mais ces instruments tardent encore à être vraiment efficaces.